Donc je crois qu'on va pouvoir commencer cette deuxième session. Donc je m'appelle Pierre Saintini, je suis oncologue médical donc au centre Léon Bérard, chef d'équipe au centre de recherche en cancérologie de Lyon. Et donc on m'a donné la lourde tâche de modérer cette session passionnante sur les données, la place des données en cancérologie. Et donc la session s'organise en deux parties. Nous aurons trois intervenants qui vont chacun donner une présentation, proposer une présentation de, si c'est possible, un tout petit peu moins de 20 minutes pour permettre de répondre à quelques questions. Ces questions d'ailleurs peuvent être posées à travers un outil, un QR code que vous avez qui s'appelle Klaxoon, je crois. Voilà. C'est la meilleure façon en fait de poser les questions et Mylène qui est là après la présentation pourra faire référence à vos questions. Donc une première partie qui sont donc trois intervenants qui parleront chacun 15 à 20 minutes, puis trois pitchs jeunes chercheurs. Et donc pour les trois intervenants principaux, nous aurons d'abord Laurent Navarro qui est enseignant-chercheur à l'école des mines de Saint-Étienne. Qui nous parlera plus d'une vision, en fait sa vision finalement d'un enseignant-chercheur sur les données de santé. Delphine Mokor-Boulch qui est professeure à l'Université de Lyon et qui est médecin de santé publique et qui nous parlera plus des aspects biostatistiques. Et enfin, Mathieu Foll, qui est chercheur en bioinformatique au sein du Centre international de la recherche contre le cancer et qui parlera donc des aspects bioinformatiques et de partage de données. Juste un dernier élément, c'est qu'il y a un atelier sur les données qui est prévu donc cet après-midi à 14h. Et si vous avez la chance d'être inscrit dans cet atelier, ça va être un atelier très riche dans les échanges, eh bien vous pourrez évidemment avoir beaucoup plus de participation. Voilà, donc je souhaite accueillir Monsieur Laurent Navarro, donc de l'école des mines de Saint-Étienne. Bonjour à tous, merci d'abord pour l'invitation. Donc je suis Laurent Navarro, enseignant-chercheur à l'école des mines de Saint-Étienne et plus précisément dans un centre qui s'appelle le Centre Ingénierie et Santé. Dans lequel on a des chercheurs qui sont affiliés côté INSERM, des chercheurs affiliés côté CNRS. Et donc tout ça, ça fait un joyeux mélange où finalement on travaille beaucoup avec des données. Alors le titre que j'ai donné à cette présentation, c'est « Enjeux des données liées à la santé, le point de vue de l'ingénieur ». Et c'est vraiment un point de vue de l'ingénieur, quelque chose de très général, c'est-à-dire que je ne vais pas vous présenter un projet de recherche. Par contre, je vais lancer quelques petites idées, quelques pistes, et puis aborder certains sujets qui finalement intéressent beaucoup l'ingénieur aujourd'hui, l'ingénieur-chercheur aussi. Et voilà, c'est ces enjeux dont on va parler. Alors, tout d'abord, les données de santé et les données liées à la santé. Vous remarquerez que dans le titre, j'ai utilisé données liées à la santé. On va dire, alors ça c'est plus la définition de la CNIL, que les données de santé, c'est un certain type de données, notamment des données qui vont qui vont donner des informations sur une personne physique. On va avoir toutes les informations obtenues lorsqu'on fait un test ou qu'on fait un examen d'une partie du corps. Donc ça, c'est encore vraiment de la donnée de santé dans la définition. Et puis des informations qui concernent une maladie. Ça aussi, ça va être de la donnée de santé qui va pouvoir être plus générale. Et ce que j'ai appelé ici données liées à la santé, donc liées plus ou moins directement à la santé, eh bien, ça va être tout ce qu'on va pouvoir rajouter. La météo, finalement, c'est lié à la santé aussi, on s'en aperçoit, même si ce n'est pas direct. Des données Twitter, Facebook, Google View, tout ce qui va être dans les smartwatches aussi que vous avez au poignet pour certains d'entre vous, c'est aussi des données qui sont liées à la santé, même si on ne peut pas considérer ça comme des données de santé dans la véritable définition des données de santé. Et alors, ce qui intéresse l'ingénieur ici, c'est la combinaison. C'est-à-dire que si on travaille directement sur des données de santé, on va avoir un certain résultat, on va pouvoir extraire certaines choses dont on va parler juste après.
En revanche, si on ajoute des données qui sont autres et que, par exemple, on crée des modèles pour essayer de prévenir l'évolution de certaines maladies, par exemple, si ça vous rappelle quelque chose, on s'aperçoit que des données externes peuvent rentrer dans ces modèles liés à la santé et nous permettre d'obtenir des résultats plus intéressants. Alors tout d'abord, la nature des données, ça c'est un point qui est important aussi à considérer, c'est que, alors je vais vous dire, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais on va schématiser, on va avoir deux types de données. On va avoir des données qu'on appelle des données indexées, qui vont être indexées sur le temps, l'espace ou les deux parfois, et des données structurées dans des tableaux, qui vont être des lignes et des colonnes dans lesquelles on va avoir des données qui peuvent être catégorielles, numériques, etc. Alors la différence majeure, vous allez me dire, c'est très très simple, c'est dans les données indexées, si vous échangez des lignes et des colonnes, vous n'avez plus du tout les mêmes données. Alors que dans des données qui sont dans des tableaux, si vous échangez les lignes et les colonnes, vous avez toujours les mêmes données, vous avez exactement la même information, on va revenir dessus, qui est contenue dans ces données. Ce que ça implique, c'est que les méthodes qu'on va utiliser derrière nous en tant qu'ingénieurs pour travailler sur ces données, ça ne va pas être les mêmes. On a dans un cas une dépendance temporelle, une dépendance spatiale, et dans d'autres cas, on ne l'a pas. Le contenu informationnel. Ça aussi, c'est quelque chose qui me tenait à cœur de présenter et dont je voulais parler. Une base de données qui contient des données, on va considérer que c'est du bruit et de l'information. Alors ça, c'est quelque chose qui est très vieux, ça date de Shannon et puis de toute la théorie de l'information. L'information, c'est ce qui a de la valeur dans la base de données. Et donc, du coup, ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on va avoir une base de données avec du bruit et de l'information et que le traitement qu'on va faire dessus va nous permettre d'extraire de l'information. Et là, on a une base de données qui va être réduite à sa substantifique moelle, c'est-à-dire l'information qu'elle contient. Et alors, une des erreurs du big data aveugle, d'ailleurs, le big data, on en parle encore aujourd'hui, mais on a vu qu'il y a certaines espérances qui commencent à retomber. On a stocké beaucoup de données à un moment, énormément de données, sans savoir exactement ou sans avoir une idée précise du contenu informationnel. Et donc on a fait ça, et quelque part, alors j'ai mis l'erreur, c'est aussi pour lancer un peu le débat, si vous avez des questions à la fin. Mais le big data, finalement, c'était une promesse, on avait beaucoup de données, et donc, du coup, on allait extraire de l'information en espérant que l'effet volume allait permettre de retirer de l'information. Le problème, c'est qu'on va avoir beaucoup de redondance quand on agrège des données sans vraiment réfléchir. On ne maîtrise pas cette redondance, on va avoir du bruit, et parfois, on s'est même aperçu que dans certaines données, il n'y avait pratiquement pas d'information. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui nous intéresse, la relation entre l'information et puis le volume des données. Aujourd'hui, on commence à parler de sobriété numérique, il y a d'autres termes autour de ça, et c'est vrai qu'il faut commencer à se poser la question du stockage des données. Et vous allez me dire, l'IA dans tout ça, l'IA dans tout ça, c'est l'utilisation des données, mais alors l'utilisation selon différentes modalités. Quand on vous dit intelligence artificielle, en fait, l'intelligence artificielle, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et souvent, on confond l'intelligence artificielle avec ce qu'on appelle l'apprentissage machine. Donc là, je vais vous parler d'IA, mais en fait, c'est de l'apprentissage machine. L'apprentissage machine, c'est quoi? C'est avoir des données et de ces données, extraire de l'information ou apprendre sur ces données quelque chose. Alors on va avoir tout d'abord l'apprentissage qu'on appelle supervisé, où on va avoir des données qui vont être supervisées ou expertisées. J'aime beaucoup le terme expertisé parce que dans le cas médical, en fait, on va prendre des données, puis on va avoir un médecin ou une équipe médicale qui va prendre ces données, qui va dire « là, je vois ça, je vois ça, je vois ça ». Et donc nous, on va noter, alors bien évidemment pas sur un papier, je schématise, mais on va noter toutes ces informations et on va avoir une base de données qu'on appelle expertisée ou supervisée. Et on va pouvoir l'utiliser pour faire de l'apprentissage supervisé, où on va dire à la machine « voilà les données d'entrée, voilà ce que tu devrais trouver en sortie si tu étais un médecin. » Et donc la machine va apprendre progressivement pour essayer de faire la même chose. Alors j'attire votre attention sur le fait que finalement on est limité à cette base de données aussi. S'il y a des cas qui n'ont pas été vus, c'est des cas qui n'existent pas pour l'algorithme. On a l'apprentissage non supervisé, donc dans ce cas-là on prend juste la base de données, puis on espère que des informations
vont être extraites, mais sans savoir finalement, sans avoir l'avis de l'expert. On va avoir ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Donc là, on n'a au départ pas de données supervisées. Par contre, on va avoir un algorithme qui va essayer de faire quelque chose. Et puis quand il se trompe, eh ben, on va lui dire non, là, il y a un problème, tu t'es trompé. Donc c'est l'expert qui va dire ça. Et l'algorithme, il va dire ah, d'accord, je me suis trompé, donc je vais corriger un petit peu le tir. Et donc par-ci, par-là, on va ajouter des expertises. Et alors, dernièrement, ce que je veux dire, c'est que les données expertisées ont beaucoup de valeur. Et aujourd'hui, c'est vraiment le nerf de la guerre. Dans le domaine médical, notamment dans le domaine de la biologie, etc., tout ce qui nous concerne aujourd'hui aussi, les données expertisées, c'est vraiment ce qui manque et ce qui est important, et ce qui serait important de pouvoir partager aussi. Alors, l'anonymisation, je vous en parle aussi. L'anonymisation, la définition de la CNIL, c'est rend impossible l'identification d'une personne à partir d'un jeu de données et permet ainsi de respecter sa vie privée. Alors comment est-ce qu'on va faire l'anonymisation des données? On a deux grandes méthodes pour faire l'anonymisation. On a ce qu'on appelle la randomisation. Donc là, on va essayer de modifier des choses à l'intérieur de la base de données. On va rajouter du bruit. On va faire des permutations de certaines choses pour essayer de rendre les personnes indétectables dans la base. Et puis on a aussi la généralisation, c'est-à-dire que, je vous donne l'exemple du passage d'une ville à une région. Si vous avez trop peu de cas dans une ville de certaines pathologies, par exemple, dans une base de données, si vous passez à l'échelle de la région et que vous agrégez tout ça, donc comme je vous ai mis le schéma, vous voyez, vous avez un niveau d'agrégation, il y a un moment où on ne va plus pouvoir... on ne va plus pouvoir identifier les personnes, puisqu'il y en a suffisamment dans une région pour que le groupe soit suffisamment grand qu'on ne puisse plus les identifier. En gros, le problème qu'on essaie d'éviter, c'est arriver à une ville qui est tellement petite qu'il y a une seule personne finalement qui a la maladie et on l'identifie très très rapidement. La pseudonymisation, alors ça c'est quelque chose, au tout début quand on parlait d'anonymisation, il y avait beaucoup d'erreurs entre l'anonymisation et la pseudonymisation. La pseudonymisation, c'est, on va prendre le nom de la personne, donc vous avez l'exemple d'Homer ici, et on va remplacer finalement par un code. Mais la réalité, c'est qu'on se retrouve quand même à pouvoir identifier une personne, parce que le nom, c'est une chose, mais si dans une base de données, on est capable de réidentifier toutes les caractéristiques d'une personne, ça va être très très facile de la retrouver. Et ça va être d'autant plus facile de la retrouver que et ça c'est un sujet qui nous intéresse aussi, c'est la notion de réidentification. Alors la réidentification, c'est finalement quand il nous manque juste quelque chose pour réidentifier la personne, et en combinant plusieurs bases de données, on va pouvoir retrouver la personne. Bon, là c'est l'exemple de Monsieur Patate, je vous ai dit, je n'ai pas pris d'exemple très sérieux, mais au moins ça schématise un peu l'idée. Et alors, si on regarde la définition de la CNIL, on dit « rend impossible l'identification d'une personne à partir d'un jeu de données ». Et c'est finalement le problème, c'est qu'on s'en aperçoit, il y a des papiers qui sortent régulièrement sur la réidentification. Assurer l'anonymisation complète, quand on dispose de plusieurs bases de données, c'est de plus en plus difficile et c'est même presque impossible. On arrive à prouver qu'à partir de 2 ou 3 bases de données qui contiennent des informations qui sont compatibles, on arrive à retrouver complètement... à identifier une personne. Ça ne veut pas dire qu'on aura son nom, par contre, à identifier, c'est-à-dire arriver à une personne et une seule. C'est aussi ça la notion de réidentification. Et alors, pour aussi ouvrir un petit peu le champ du débat, il y a quelque chose qui est très important, et alors j'envoie un message aussi un peu à toute la salle, c'est la notion de disponibilité des données. Alors on peut, entre guillemets, mesurer cette disponibilité comme la fréquence à laquelle les données sont disponibles pour être utilisées. Alors ça implique plusieurs choses. Ça implique qu'il va falloir mettre en place des politiques sur la disponibilité des données. Et quand je dis politique, c'est à tous les niveaux de politique, même des politiques locales au niveau d'un hôpital ou même des politiques... c'est quelque chose qui va être important et qui dépend, dans certains cas, de l'État, du gouvernement, de la CNIL, de lois vraiment
vraiment liées à cette disponibilité. Ça veut dire qu'il va y avoir aussi des procédures. Quand vous voulez avoir accès à certaines bases de données, parfois vous devez avoir un système sécurisé 2 ou 3 fois avec une clé USB cryptée particulière qui vous permet d'accéder à une base de données. Et donc pour avoir cette disponibilité, vous êtes obligé de passer par ces procédures-là. Et ça implique aussi des outils très particuliers, donc des outils d'accès qui sont sécurisés, avec des serveurs sécurisés. Donc là, on est vraiment dans cette notion de sécurité informatique pour pouvoir y avoir accès. Il y a aussi quelque chose qui est important quand on parle de sécurité, c'est finalement d'être capable de les garder, ces données. Et donc la notion de redondance et de sauvegarde est importante. La redondance, vous savez, c'est le phénomène du cloud. On va stocker les données à plusieurs endroits. Comme ça, s'il y a un des endroits qui brûle, et j'exagère pas en disant ça parce que dans la période dans laquelle on est en ce moment, j'espère pour l'Ukraine, par exemple, qu'ils ont pas mal de redondance de données, notamment sur leurs données médicales, sinon il peut y avoir des pertes. Et ça implique aussi la notion de sauvegarde. La sauvegarde, c'est quelque chose qui est important. Il ne s'agit pas de prendre un disque dur USB avec des données et puis de se balader avec, parce que ça crée d'abord des problèmes de sécurité, de possibilité de faire diffuser les données, et des problèmes de sécurité aussi, parce que si le disque dur tombe par terre, il est cassé, et puis les données, on ne les a plus. Donc c'est aussi un point qui est important pour nous. Et notamment, c'est lié finalement au type de stockage. Parce que le type de stockage, aujourd'hui, on va préférer la base de données sécurisée type cloud sur des serveurs. Par contre, effectivement, on va essayer de viser la redondance. Et alors, le dernier point, c'est cette disponibilité. Il faut voir que c'est une disponibilité à 2 étages. Il va falloir une disponibilité pour les systèmes hospitaliers, les systèmes de soins, pour pouvoir avoir accès à la donnée et pouvoir remplir la donnée rapidement. Donc il faut quelque chose qui est rapide, qui est dynamique. Et puis pour la recherche. Et finalement, ça va être 2 accès un petit peu différents, parce que pour la recherche, on va avoir moins besoin de déterminer quelque chose comment dire, on va avoir moins besoin d'avoir un accès rapide à quelque chose dans les 2 sens dans l'immédiat. Par contre, on va vouloir avoir accès à des bases de données globales et à avoir l'ensemble d'une base de données, c'est-à-dire un gros volume, et pouvoir récupérer de manière efficace et assez rapide ces données pour pouvoir faire de la recherche dessus. Voilà ce que j'avais prévu de vous dire aujourd'hui. Alors je pense que je suis largement dans les temps, il me semble. Donc merci de votre attention, et puis je crois qu'on a un petit peu de temps pour prendre des questions, si je peux préciser certaines choses, ou si vous avez des remarques, ou si vous n'êtes pas d'accord, ce qui peut être très intéressant aussi. Question ? Non. Il n'y avait pas de questions sur Klaxoon, mais peut-être que... Non, vous n'avez pas de questions sur ces sujets-là ? Moi, j'ai une petite question. Sur quel type de données vous travaillez, vous ? Alors, personnellement, moi, je suis plutôt sur tout ce qui est signal-image, ou alors données géométriques, en général. Donc je parlais des méthodes tout à l'heure, ça veut dire que pour des méthodes d'apprentissage automatique, ça va plutôt être des méthodes type convolutionnelles, où on prend en compte l'espace ou le temps dans le travail des algorithmes, en général. Et vous pouvez donner quelques exemples de ces images sur lesquelles vous travaillez ? Des images sur lesquelles on travaille, par exemple en ce moment, qui concerne le cancer. On a un projet qui est en train de se lancer. On commence à discuter et on balbutie un petit peu dessus pour détecter sur des lames d'histopathologie, arriver à détecter certaines formes de cellules de manière automatique. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que les médecins qui vont analyser ces images passent énormément de temps à
retrouver ces cellules, à les compter, etc. Alors, il y a des algorithmes de comptage, mais l'idée là, c'est d'avoir quelque chose de très automatique et puis qui proposerait une première version finalement du comptage et de la délimitation des cellules sur une lame, par exemple. Voilà, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'images produites dans le cadre de la recherche, en particulier sur le cancer, et donc c'est vrai que probablement tous vos travaux seront très utiles. Ben, je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres... Ah, si, il y a une question. Oui, bonjour, merci beaucoup pour la présentation, que j'ai trouvée très très claire. La question que je me pose, c'est à partir du moment où on sait que la quantité d'informations présente dans les données est limitée, oui, et que quelle que soit la taille de l'étude qu'on met en place, on va arriver à une asymptote de la quantité d'informations qu'on peut extraire des données théoriques. Comment communiquer avec le public sur le fait que les algorithmes d'IA étant des modèles, ils ne peuvent expliquer qu'une partie de la variance totale? Alors, ouais, c'est une question technique. Et c'est des questions de haut niveau. Hein, donc... si vous me permettez, je vais essayer de répondre de manière non technique. Je pense que ce qu'on peut dire au public, c'est que effectivement, la quantité d'informations dans la base est limitée, y compris quand on utilise des méthodes d'augmentation de données, parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire, d'augmenter des données. La réalité des choses, c'est qu'un algorithme d'intelligence artificielle n'est pas intelligent. Alors je le dis, je sais que ça va partir sur YouTube aussi, ça. Un algorithme d'intelligence artificielle, il va singer quelque chose à un moment donné sur une base de données qui est liée à une expertise sur la base de données. Et c'est limité à ça. On ne peut pas en avoir plus. Après, on risque d'avoir des problèmes de déviance finalement d'un algorithme si on essaye de l'utiliser pour d'autres choses sur lesquelles il n'a pas appris. Et ça, c'est une réalité. On n'en est pas encore à des modèles qui sont capables de réagir comme un être humain et d'agréger de la nouvelle information, on va dire, avec intelligence. Alors, je ne sais pas si ça... Si j'ai répondu au moins partiellement à votre question, mais voilà. Ben je vous remercie. Je crois qu'il faut qu'on passe à l'oratrice suivante. Et juste avant, je dois faire passer un message. Il semble que Madame Elsa Coz doive se présenter. Pardon, c'est bon ? C'est bon. Pour donner ses diapos, et donc c'est fait. Et donc maintenant, je peux accueillir Madame Delphine Mocor-Boulch, des Hospices civils de Lyon et de l'Université de Lyon pour sa présentation plus axée sur les biostatistiques. Bonjour à tous et merci Pierre Saintini, Pierre Reynaud et toute l'équipe du Cancéropole de me permettre de vous partager quelques éléments de réflexion. Alors peut-être moins sur les aspects biostatistiques. Alors je vais essayer d'amadouer déjà le... C'est pas gagné. Hop. Voilà. Vous partagez quelques éléments de réflexion sur l'utilisation des données de vie réelle, réflexions qui sont menées au sein des CHU actuellement et de façon plus particulière aux Hospices civils de Lyon. Et mon propos est ancré dans l'expérience du projet européen Qualitop, promu par les Hospices civils de Lyon et que je coordonne, dont l'objectif est d'étudier les événements indésirables immunoreliés chez les patients atteints de cancer et traités par immunothérapie, et également leur qualité de vie. Alors, pourquoi évoquer aujourd'hui l'utilisation des données de santé ? On a déjà introduit le propos par l'exposé de Laurent Navarro précédemment, principalement parce qu'on est dans un environnement, dans une époque où en fait tout est mis en données. On est vraiment dans un monde où tout est donné et tout est informatisé, en particulier dans le monde de la santé et dans tout ce qui est lié aux patients et aux soins. Et on recueille des données
qui sont vraiment sur une échelle extrêmement fine de niveau intracellulaire jusqu'à des niveaux populationnels, des échelles environnementales. Et ça rend en fait les sources de données de plus en plus riches, de plus en plus complexes et variées, mais c'est aussi de grandes opportunités d'exploitation qui sont largement soutenues par les développements technologiques, que ce soit en termes de stockage, mais aussi en termes d'outils d'analyse qui nous sont offerts et qui accompagnent ces opportunités, de faire des données de santé finalement une source de création de valeur extrêmement significative, que ce soit sur le plan scientifique, que sur le plan médical, mais aussi sujet d'innovation, de recherche et également financière. Alors toutes ces opportunités, on les retrouve dans un alignement de planètes qui se fait à différents niveaux, au niveau international avec des créations d'espaces de données européens, avec la présidence aussi de la France à la Commission européenne qui peut représenter une opportunité non négligeable et qui sont déclinées directement avec une politique extrêmement volontariste portée par notre président de la République qui se concrétise par les différents grands programmes qu'on a vu émerger et dont vous êtes potentiellement déjà informés. On entend beaucoup parler actuellement de l'espace de santé qui s'intègre dans le Ségur de la santé numérique, tout comme les messageries sécurisées dans le monde de la santé, mais aussi différents grands programmes d'appel à projets, d'appel à manifestation d'intérêt. On peut citer les programmes de recherche prioritaire, les appels à projets de prématuration-maturation, et toutes les démarches structurantes dont on entend énormément parler, que ce soit le Health Data Hub ou plus récemment le campus Paris Santé Campus, qui donc a été inauguré à la fin de l'année 2021. Toutes ces opportunités sont déclinées au niveau local et un des exemples est la cristallisation de l'écosystème autour de la réponse à un des programmes d'investissement d'avenir PIA dans sa vague 4, programme déposé de façon conjointe par les différents établissements de soins, que ce soit les HCL, le CLB, le Vinatier, mais aussi tout l'écosystème académique et également industriel dans un programme donc, qui s'appelle MedShape. Et par ailleurs, au niveau du CHU, on a la chance d'avoir une direction générale qui est extrêmement volontaire et pousse le CHU à être un acteur de premier plan dans le domaine de la valorisation des données de santé et de la santé digitale. Alors, toutes ces ambitions, elles se finalement déclinent au niveau de l'institution dans une stratégie de création d'une chaîne de valeur autour des données, dans un mouvement quasiment de révolution autour du patient, où les données partent du patient, mais doivent aussi pouvoir revenir au patient à un moment ou à un autre. Et donc, dans ce cycle que l'on souhaite vertueux, de collecte de données, d'analyse des données, mais aussi de retour vers la pratique et donc d'infusion de ces découvertes dans le soin, eh bien, il y a un certain nombre d'étapes à passer. Et la première, eh bien, elle commence par la collecte des données. Et quand on passe de la pratique à cette collecte, eh bien, le premier constat est celui qui a été évoqué déjà précédemment, qui est que finalement, la richesse des données, elle vient du croisement de différents gisements. C'est parce qu'on va croiser des données de biologie, d'imagerie, des données de soins, et de ce point de vue-là, au niveau des CHU, et en particulier à Lyon, on a la chance d'être éditeur du dossier patient informatisé qui est Easily, qui est un logiciel de dossier patient qui est diffusé dans plus de 150 établissements en France, mais aussi au sein des 4 CHU de l'interrégion, qui crée des opportunités finalement de croiser les gisements entre les établissements. Et ce sont des réflexions qui se font au sein des groupements sanitaires de coopération à différentes échelles. Mais il ne suffit pas de pouvoir croiser ces données, il faut qu'elles puissent se parler. Il faut donc pouvoir travailler sur la terminologie. Et un des grands, on va dire, des grands dictionnaires qui est actuellement diffusé, c'est
le référentiel OMOP, donc, qui est un modèle relationnel de base de données de santé, qu'elles soient cliniques ou médico-administratives, et qui permet, à partir du moment où chaque établissement a des données structurées au format OMOP, finalement, de pouvoir partager des outils, des méthodes, des études, des programmes. Et donc, cette homopisation des données, et à nouveau, ça n'est qu'un parmi d'autres, mais qui, en fait, est extrêmement diffusée dans la réflexion au sein des CHU, est aussi au cœur des questions de la création de l'espace européen des données de santé, auquel nous participons en tant que CHU, notamment dans, finalement, la levée de ce verrou qui est le manque d'interopérabilité dont on souffre actuellement. Donc, l'objectif étant bien sûr de pouvoir stimuler ces partages et l'utilisation des données pour la recherche, pour l'innovation à différentes échelles. Alors, une fois qu'on a collecté des données, eh bien, il y a tout un travail qui, effectivement, en tant que statisticienne, est davantage dans mon cœur de métier. La première partie étant principalement autour de la collecte des données, le fait d'informaticiens, d'ingénieurs et d'une communauté qui travaille autour de l'informatique médicale. Mais là, dans la création de données, eh bien, c'est pas parce qu'on collecte beaucoup de données qu'il faut s'affranchir d'une réflexion méthodologique, et c'est même tout l'inverse qui doit se passer. Et donc, il y a un travail là d'accompagnement majeur de défis qui arrivent avec ces grandes bases de données et ces croisements de gisements. Ce sont des défis qui ne sont pas forcément nouveaux. Le premier que j'évoque ici, le biais de survivants d'immortalité, il est connu de longue date dans les études observationnelles et il se crée de façon classique quand on cherche à comparer deux groupes. Vous avez ici les traités, les non traités, dans un cadre observationnel où finalement il y a une désynchronisation du début du suivi qui se fait ici, et puis justement de l'exposition au traitement ou à la prise en charge qui se fait dans un temps différé et qui crée ce laps de temps finalement durant lequel, par définition, par design, les individus ne peuvent pas présenter l'événement d'intérêt et qui est finalement le critère principal de l'étude sur lequel on va chercher à comparer les traités et les non traités. Eh bien, vous voyez que ce laps de temps est appelé du coup un laps d'immortalité puisque par définition les individus exposés ne peuvent pas être soumis à l'événement d'intérêt. Et donc ça, c'est typiquement le genre de biais sur lequel il faut être particulièrement vigilant quand on commence à faire des comparaisons sur la base de données observationnelles. Et c'est aussi une des motivations, pas uniquement, pour aller vers l'utilisation de jumeaux numériques ou de bras synthétiques quand on s'intéresse à des comparaisons de traitements. Et je vous partage là une publication que je vous laisserai aller lire, et extrêmement intéressante, qui justement aborde cette question et traitée par donc une des équipes partenaires du projet européen Qualitop, qui est à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, qui s'intéresse particulièrement à toute la question de l'inférence causale. En quoi, finalement, les comparaisons que l'on mène dans les études permettent effectivement de tirer des conclusions de manière causale sur les groupes qui sont comparés. Un troisième challenge, c'est celui des données manquantes et par essence dans les données du quotidien, dans les données de vie réelle. Quand elles sont manquantes, elles ne sont pas manquantes au hasard comme on a l'habitude d'en faire l'hypothèse dans les essais cliniques classiques. Et le fait qu'elles soient manquantes en tant que telles est révélateur bien souvent d'une non-existence d'un facteur particulier. Effectivement, on ne cherche pas systématiquement l'ensemble des pathologies, on focalise et on part du principe que s'il n'y a pas de point d'appel par ailleurs, eh bien, on n'intègre pas les données, on ne les cherche pas systématiquement. Et donc, quand elles ne sont pas là, c'est bien souvent qu'il n'y a pas de signes particuliers. Et donc, en soi, c'est informatif. Et donc, on ne peut pas utiliser non plus de façon systématique les données que l'on utilise de type imputation et qu'on a l'habitude de voir dans les études cliniques courantes.
Dernier biais, et on pourrait en évoquer d'autres, mais que je voulais pointer ici et qui a déjà été expliqué lors d'une session précédente du forum du CLARA par notre collègue Zoé Uri, qui est détachée de Santé publique France dans l'équipe et dans le service de biostatistique, c'est la réutilisation de données à des fins qui sont différentes de celles du recueil. Et le sujet de son topo, et qui d'ailleurs est repris dans cette publication, c'est comment utiliser des données qui sont des données médico-administratives à des fins épidémiologiques. Et ça n'est certainement pas quelque chose qui peut se faire de façon irréfléchie, mais qui doit donner lieu à une réflexion et à des corrections des analyses pour pouvoir obtenir des résultats non biaisés. Alors quand on est sur les données de vie réelle, on est assez facilement sur des grands volumes de données. Et cette notion de big data a fortiori hétérogène, et même parfois donc multi-échelle, est un terrain de jeu extrêmement attractif pour les méthodologies d'analyse de type intelligence artificielle. Néanmoins, ces méthodologies ont des particularités qui ont justifié la création d'une commission intelligence artificielle au sein des hospices pour pouvoir travailler de façon collaborative et multidisciplinaire, collaboration incarnée d'ailleurs par un partenariat que l'on a signé avec et l'université et l'INRIA pour essayer de développer et de déployer cette méthodologie au sein de l'institution de façon stratégique. Parce que les projets ont tendance à fourmiller. Ces données, quand on parle de big data et d'intelligence artificielle, ce sont principalement une méthodologie qui va apprendre par cœur. Et c'est pas, donc, comme vous l'aurez compris, ça n'est pas parce qu'on a des grands volumes de données qu'on a systématiquement la bonne réponse juste en décrivant les données ou en appliquant des méthodes. Et donc le fait que ces méthodes apprennent par cœur les données conduit souvent à ce qu'on appelle de l'optimisme, un surapprentissage, ça a été évoqué précédemment. Et c'est aussi un écueil qu'il peut y avoir derrière ces méthodes que de ne se reposer que sur les résultats qu'elles produisent. Et donc, pour pouvoir dépasser cet écueil-là, il faut pouvoir réfléchir à étendre les bases de données, étendre les jeux sur lesquels on peut apprendre. Et une des astuces possibles sur laquelle on s'oriente de plus en plus, ce sont les aspects d'apprentissage fédéré ou de méta-apprentissage que l'on voit se développer progressivement. Une fois qu'on a les outils, on a les données, on a les outils, on a créé de la connaissance, il faut évaluer. Il y a beaucoup trop de publications ou d'outils qui actuellement ne sont pas suffisamment évalués, ou quand ils sont évalués, montrent qu'ils n'ont pas de reproductibilité, qui ne peuvent pas être utilisés dans la pratique courante. Et c'est aussi un des moteurs de l'évolution. On rajoute un P progressivement. Donc pour l'instant, on en est à 5. Le 5e P de la médecine des preuves. Il est impératif pour pouvoir rendre utiles ces outils et donc pouvoir vraiment exploiter la connaissance créée, et bien de valider les outils développés. Et a fortiori dans le cadre de l'intelligence artificielle qui apprend par cœur et peut-être même bêtement, effectivement, de façon pas très intelligente, les données qu'on lui donne à manger, eh bien, il faut impérativement pouvoir avoir des données pour faire du paramétrage de ces outils, pour les valider de façon interne, mais aussi de façon externe, et confirmer que ce sont des outils qui peuvent être utilisés bien au-delà du contexte dans lequel elles ont appris à fonctionner. Et l'utilité clinique est particulièrement au cœur de la question parce qu'il y a aussi beaucoup d'outils qui sont effectivement bien développés, validés, mais qui n'apportent finalement que très maigre input du point de vue clinique, soit pour les patients, soit pour les praticiens. Et donc aller jusque-là, c'est un élément important. Et donc là, pour le coup, on essaye de développer au sein d'un module épidémiologie clinique du CIC.
Alors pour essayer d'illustrer en fait l'ensemble de cette chaîne de valeur, je vous propose de regarder brièvement un projet que l'on structure au niveau de l'interrégion, qui a été proposé comme un PHRC interrégional porté par le docteur Saunier du CHU de Grenoble, et qui porte en fait sur l'utilisation des échographies de stress, semble-t-il identifiées comme étant potentiellement meilleures que certaines épreuves d'effort dans les pathologies cardiaques, qui a l'avantage d'être relativement facilement accessible, qui peut être directement réalisé par le cardiologue pour un coût modeste, et qui permet de relever un certain nombre de paramètres fort pertinent pour la prise en charge des patients avec des performances qui sont intéressantes. Néanmoins, on a quand même 5 à 10% des images qui sont de qualité insuffisante. Et puis, comme tous ces types d'imagerie, on est sur une variabilité interopérateur qui peut être gênant quand il s'agit de travailler au quotidien. La chaîne qui est proposée ici est effectivement de repartir de données qui sont des données d'échographie de stress, qui sont labellisées, on parlait tout à l'heure de supervisées, qui existent dans les gisements classiques de nos hôpitaux. Et donc, à travers cette échographie de stress transthoracique, d'appliquer des réseaux de neurones convolutionnels et de cet apprentissage-là, pouvoir retourner vers les appareils d'échographie quand le praticien, au lit du malade, réalise son échographie transthoracique, et pouvoir s'appuyer en fait sur l'outil développé pour accompagner le diagnostic et l'expertise de certaines pathologies obstructives. L'ambition qui est portée ici et qui, alors je ne détaillerai pas ce schéma, mais pour vous dire que cette ambition au niveau régional, c'est de faire en sorte que les données restent sur chaque site, sur chaque CHU, elles ne bougent pas. Et en revanche, ce sont les algorithmes qui sont distribués, qui sont partagés. Donc c'est une technologie, entre autres, qui a été développée par l'INRIA et qui donc justifie particulièrement le partenariat que l'on a avec INRIA, et qui finalement d'un serveur central, alors ça va être un des CHU, en l'occurrence celui qui initie ici, donc le CHU de Grenoble, va lancer un algorithme qui va se distribuer sur des serveurs locaux, autrement dit les différents CHU, venir apprendre sur les données, revenir apporter une première couche de résultats, et puis repartir comme ça de façon itérative, réapprendre sur les données et boucler ainsi dans l'apprentissage sans faire bouger les données. L'intérêt ici, c'est que finalement ce qu'on a appelé serveur central, qui serait dans un premier temps le CHU de Grenoble, peut être n'importe quel CHU à terme sur des études suivantes. Une fois que la base est constituée, c'est effectivement une source de projets, pour ainsi dire, inépuisable. Alors, en synthèse, on est sur un travail institutionnel qui est dynamique, qui s'inscrit pleinement dans les travaux que l'on voit partout dans les CHU, autour des entrepôts de données de santé, qui s'aligne parfaitement avec les ambitions en aura. Je vous ai parlé de ce PHRC interrégional, mais il y a une dynamique très forte qui est mise en place par Pierre Saintigny autour d'un projet sous l'égide du Cancéropole et vraiment centré sur les données d'oncologie. Mais en fait, une fois qu'on a positionné et c'est pas une fois d'ailleurs, c'est que quand on a dit tout ça, il y a quand même un enjeu qui est majeur et qui est le cœur finalement de nous, notre métier aussi en tant qu'académique, qui est la formation. C'est qu'il va falloir accompagner impérativement les professionnels de santé que sont les médecins, que ce soit dans la formation initiale et dans la formation continue, mais de façon générale tous les soignants qui seront amenés à utiliser ces outils numériques, soit pour compléter des données, et la façon dont elles sont complétées est importante, mais aussi pour utiliser ces résultats, et également tous les non-soignants. Et
Laurent Navarro est un illustre exemple de ces professionnels impliqués dans les données de santé, qu'ils soient informaticiens, qu'ils soient ingénieurs. Ils ont besoin aussi de travailler cette acculturation au milieu de la santé, tout comme nous, en tant que médecins ou en tant que soignants, on a besoin d'être acculturés aux questions de la santé numérique. Voilà ce que je voulais vous partager dans cet exposé. Je vous remercie de votre attention, puis je remercie l'ensemble des collègues à différentes échelles de l'écosystème qui ont contribué de près ou de loin à ce partage de réflexion. Alors malheureusement, on n'a pas le temps pour des questions. J'ai quand même réussi. Non, je voudrais en poser une quand même. Excuse-moi, Mylène. Juste une question. J'ai entendu récemment des qualificatifs d'intelligence artificielle de type hybride ou explicable. Est-ce que vous pouvez un peu nous orienter sur ces termes qu'on associe à l'intelligence artificielle comme pour rassurer un petit peu la communauté sur le caractère un peu, pas forcément très intelligent, justement. Sur le versant boîte noire, alors peut-être même que Laurent Navarro, pour le coup, aurait été plus expert que moi. C'est en tous les cas une volonté, effectivement, de faire en sorte que la boîte noire que l'on a se transforme en boîte blanche. Après, il y a un certain nombre d'algorithmes, quand on regarde d'un peu plus près, il n'y a rien de très magique derrière. Ce sont des équations avec des pondérations qui se mettent à jour et qui travaillent de façon itérative, comme on avait l'habitude de le faire dans nos approches statistiques plus classiques et nos modèles plus classique. Ok, très bien. Merci beaucoup. Et donc, Mathieu Foll, du Centre international de recherche pour le cancer, qui va donc donner sa présentation. Bonjour. Alors d'abord, merci aux organisateurs du forum de me donner l'opportunité de présenter aujourd'hui, et en particulier dans ce musée magnifique que j'avais personnellement pas eu l'occasion encore de visiter, donc je suis ravi d'être là. Donc moi, je vais vous donner aujourd'hui mon point de vue sur le partage des données en recherche. Donc cette fois, un petit peu différent de ce qui vient d'être présenté. Pas sur vraiment du partage de données patients ou cliniques, mais vraiment du partage de données issues de la recherche. Dans le cadre de mes études sur les cancers rares. Donc je ne vais pas beaucoup parler de mes travaux de recherche. J'ai quand même réussi à en caser un petit peu. Mais plus mon retour d'expérience sur l'utilisation des données, à la fois comme recevant des données et moi-même en partageant des données. Donc je vais juste vous donner un tout petit peu de contexte et un peu de motivation autour de cette problématique à travers le prisme de l'étude de cancers rares. Je vais discuter un petit peu des raisons principales qui sont souvent avancées pour ne pas partager ces données ou pour partager ces données. Un peu de retour d'expérience autour de, dans la pratique, comment ça se passe quand on essaye d'accéder à des données. Et enfin, je vais vous donner quelques aussi retours de mon expérience sur les différentes possibilités qui s'offrent à nous pour partager nos données avec la communauté. Alors juste un tout petit peu de contexte sur les cancers rares, qui est moi, mon domaine de recherche. Donc la définition très formelle d'un cancer rare, c'est une incidence inférieure à 6 pour 100 000 habitants par année. Et une chose importante à comprendre sur les cancers rares, c'est qu'individuellement, ils sont rares, mais il y a quasiment 200 cancers rares qui ont été identifiés aujourd'hui. Et donc, collectivement, tous les cancers rares, donc il y a un effort d'un projet européen, Rare Cancers Europe, qui a répertorié tous ces cancers. Collectivement, ils représentent environ 25% des cancers diagnostiqués. Donc finalement, ce n'est pas du tout quelque chose de rare d'avoir un cancer rare. Et la difficulté, c'est qu'individuellement, comme ils sont rares, il y a un manque de connaissances scientifiques, un manque de recherche, un manque de connaissances cliniques. Et ce qui fait qu'au final, le pronostic est plus mauvais pour les cancers rares que pour les cancers plus communs. Une survie à 5 ans qui est de 47% par rapport à une survie à 5 ans moyennée autour de 65% pour les cancers communs. Il y a beaucoup de challenges inhérents au fait qu'ils soient rares. Ici, il y en a 5 qui ont été listés par ce projet européen. En particulier dans la recherche, pour moi, il y en a 2 principaux auxquels on est confronté au quotidien. Le manque de tissus disponibles, simplement. Et associé à ça, la difficulté d'avoir des études avec suffisamment d'échantillons, suffisamment de données pour avoir des tests statistiques qui soient robustes, qui soient reproductibles. Donc dans ce contexte-là, moi, je co-dirige avec ma collègue Lignette Fernandez-Cuesta une équipe au CIRC à Lyon, autour de la génomique des cancers rares. Donc de nouveau, là, ici, je vais parler de données de recherche.
génomique. Donc on essaye de faire une caractérisation moléculaire de ces tumeurs rares. Donc c'est du séquençage de génome, de transcriptome, de méthylome, pour identifier différents groupes moléculaires, par exemple. Et donc dans ce contexte, le partage des données et l'accès à des données est essentiel pour arriver justement à avoir ces tailles d'échantillons suffisantes pour mener des études qui ont du sens. Alors un petit mot sur les données, un peu plus pratiques, et je reviendrai sur ce schéma-là, parce que ce qu'on appelle des données, ça peut être des choses très, très différentes. Ici, vous avez des données brutes qui sortent des machines de séquençage que nous, on utilise, qui sont notre matière première dans nos recherches. Donc du séquençage de génome, du séquençage de transcriptome, de méthylome. Il y a beaucoup d'outils bioinformatiques qui sont associés à ça pour finalement nous donner ce qu'on pourrait appeler un profil moléculaire, un profil génomique de ces tumeurs. Donc ça peut être des patrons de méthylation particuliers pour certains gènes, une quantification de l'expression de tous les gènes dans la tumeur, une quantification de l'infiltrat immunitaire. Et puis pour le génome, on identifie évidemment des mutations, des gènes principalement fréquemment altérés, des changements de nombre de copies ou des réarrangements chromosomiques. Ça, c'est un peu le profil moléculaire, génomique. Et avec tout ça, on essaye d'en avoir une interprétation qui peut être d'identifier des biomarqueurs associés au pronostic, d'identifier des différents sous-types moléculaires, ou de mieux comprendre les mécanismes biologiques impliqués dans la tumeur. Donc je vous présente ça parce que je reviendrai un tout petit peu tout à l'heure quand je vais parler du mot données. Parfois, je vais parler des données vraiment brutes qu'on a ici, parfois des données un peu qu'on pourrait qualifier d'intermédiaires, et ça, c'est plutôt des données qu'on trouve déjà finalement dans les publications généralement. Ah, le syndrome de la télécommande me touche aussi. Je pensais en être dispensé. Voilà. Alors un petit exemple très concret du genre d'études qu'on a mené dans les années précédentes, c'est là où j'ai réussi à caser mes travaux quand même, c'est sur les carcinoïdes du poumon. Donc, le cancer du poumon, c'est un cancer malheureusement qui est très fréquent, mais il existe un type particulier qu'on appelle les carcinoïdes, qui est très rare, il concerne à peu près 2% des cancers du poumon. Parmi ces carcinoïdes du poumon, ils sont classés en deux types, les carcinoïdes typiques qui sont les plus fréquents, 90% de ces carcinoïdes, et les carcinoïdes atypiques qui sont moins fréquents, qui représentent 10%, mais qui sont de grade 2, alors que les carcinoïdes typiques sont de grade 1, avec une bonne survie. Et ces carcinoïdes atypiques, un certain nombre vont présenter des métastases et vont être plus agressifs. Et nous, ce qu'on a identifié en particulier, c'est que finalement, en agrégeant nos données sur les carcinoïdes avec des données publiques de carcinomes neuroendocrine à grandes cellules, qui est un carcinome, cette fois, plus agressif de grade 3 du poumon, on s'est rendu compte qu'il y avait une catégorie de carcinoïdes qui présentait un profil moléculaire qui était très similaire à ces carcinomes neuroendocrines à grandes cellules qu'on a appelés des supracarcinoïdes. Et ça, c'est quelque chose de rare parmi les carcinoïdes atypiques, qui sont rares parmi les carcinoïdes, qui sont rares parmi les cancers du poumon. Tout ça pour dire qu'on en avait 6. On a identifié uniquement 6, mais ça avait un intérêt. Et aujourd'hui, on essaye d'en identifier plus. Et la façon d'en identifier plus, c'est d'arriver à avoir plus d'échantillons biologiques, ce qui est difficile. Et j'attends. Voilà. Donc, on est en train aujourd'hui de développer une nouvelle série avec notre projet Lung Genomics ici, où on arrive à avoir entre 50 et 100 patients, de nouveau de ces carcinoïdes, avec du génome, du transcriptome, du méthylome. Mais on a aussi récupéré des données publiques issues de 2 autres publications où ils avaient quelques génomes, aussi du transcriptome et du méthylome, de ces carcinoïdes et aussi de ces carcinomes à grandes cellules dans l'endocrine. Et aussi de 2 autres publications où ils avaient quasiment une 50aine de transcriptomes. Et en utilisant toutes ces données publiques, finalement, on arrive à avoir des tailles d'échantillons qui, pour ces tumeurs rares, sont quand même assez exceptionnelles et vont nous permettre de répondre un peu à toutes nos questions. Et on espère identifier un peu plus que nos 6 supracarcinoïdes agressifs qu'on avait identifiés jusqu'alors. Donc ça pour dire que pour nous, c'est vraiment essentiel d'avoir accès à ces données, et c'est essentiel d'avoir accès aux données brutes qui sortent des machines de séquençage. Parce qu'on ne peut pas agréger différents types de données comme ça, de séquençage haut débit, juste en regardant les données dans les publications qui sont quel gène est le plus altéré. On a vraiment besoin des données brutes parce que toutes les méthodes bioinformatiques, potentiellement, si elles sont différentes entre les études, peuvent introduire un biais qui ne vont pas nous permettre après d'arriver à harmoniser ces données. Donc dans la pratique, la façon dont on essaye de à la fois récupérer des données et nous de partager les données qu'on génère nous-mêmes, il y a des barrières pour ça. Il y a des barrières qui sont tout à fait légitimes. Ça a été mentionné un petit peu déjà, autour de la confidentialité, de la façon dont on va anonymiser les données ou pseudonymiser. Alors, j'ai remarqué que vous étiez la seule personne que je connaisse qui sait dire pseudonymiser.
La sécurité, ça prend du temps de mettre les données à disposition. Il y a aussi des barrières un petit peu moins légitimes, qui se cachent parfois derrière des barrières légitimes, et je vais en parler aussi. Alors, il y a eu un article qui avait fait beaucoup parler de lui, qui finalement est quand même relativement encore récent, 2016, dans le New England Journal of Medicine, un éditorial qui s'appelait Data Sharing, et je trouvais que c'était important de le rappeler, parce que la culture, moi dans le milieu de la bioinformatique dans lequel je viens, la culture du partage des données est très avancée, les gens généralement veulent partager les données. Et ici dans ce papier, ils avaient très bien résumé les deux freins qui empêchent les gens généralement de partager leurs données. La première, c'est que si on partage les données, les gens ne vont pas comprendre vraiment nos données. Puis la deuxième, c'est surtout que ça va avoir un impact sur ma carrière, parce que les données, si je les garde pour moi, je vais pouvoir les publier. Et vraiment, le défi ultime, c'est qu'il y a peut-être des gens qui vont utiliser les données que j'ai publiées pour essayer de me prouver que j'avais tort. Ce qui devrait être la conduite naturelle de la recherche, à mon sens, mais qui a apparemment choqué les éditeurs de ce journal. Suite à ça, ils avaient nommé cette population nouvelle de chercheurs qui allaient utiliser ces données comme étant des parasites. Et donc d'ailleurs, de façon anecdotique, mais il y a un prix qui a été créé suite à ça, qui s'appelle le Parasite Award, qui célèbre l'analyse rigoureuse de données scientifiques. Alors j'ai beaucoup de slides, alors je suis impacté par ça. Et plus récemment, ça a été mis en lumière avec le Covid. Vous avez peut-être suivi cette affaire du papier dans le Lancet qui a été rétracté, où ils avaient montré, suite à une méta-analyse d'un grand volume de données, donc là c'est du big data, que l'hydroxychloroquine diminuait la mortalité au Covid. Ça a été rétracté assez vite derrière. Et suite à ça, le Lancet a voulu changer sa politique éditoriale en termes de partage de données, en disant que maintenant, il voulait de la donnée ouverte. Et ce que le Lancet avait appelé comme étant la donnée ouverte, c'était simplement, donc ils ont publié Learning from a Retractation, un article qui expliquait leur changement de politique. Et leur changement de politique, ce qu'ils appellent open, ils demandent maintenant qu'au moins 2 auteurs d'un article aient eu accès aux données. Donc ce n'est pas le partager avec la communauté scientifique. Parce que l'excuse de cet article, des autres co-auteurs, c'était de dire un seul des auteurs avait finalement vu ces données. Donc on est désolé, ouais, il y avait une erreur. Donc maintenant, si vous publiez dans le Lancet, il faut que 2 personnes dans votre équipe aient vu les données. Donc vous voyez, il y a quand même un long chemin à parcourir avant d'avoir des données complètement ouvertes. Alors il y a des journaux qui essayent de promouvoir beaucoup plus activement le partage des données. Donc ça, dans Science, en 2011, si vous lisiez la Data Sharing Policy, c'était que après la publication, si vous demandiez aux auteurs, ils avaient l'obligation de vous donner accès aux données. Et du coup, dans la pratique, quand vous cherchez à accéder à des données, vous trouvez un papier qui a développé des données dont vous avez besoin, vous, pour votre recherche. Vous avez généralement ce petit statement ici qui dit que les données peuvent être rendues accessibles si vous faites une demande raisonnable auprès des auteurs. Et alors, si vous avez déjà expérimenté ça, envoyez un mail à des auteurs. Vous avez parfois des réponses très positives et des gens qui sont tout à fait motivés pour partager vos données. Mais vous avez aussi assez souvent le fait que ça soit un peu une façon déguisée de ne pas vouloir partager les données. Alors Pierre, j'annonce que je prendrai 5 minutes de plus dans la présentation. Désolé. Il y a une étude qui a montré ça de façon quantitative dans PNAS il n'y a pas longtemps, qui en fait, ils ont contacté 204 auteurs d'articles dans Science de 2011-2012 pour demander d'accès aux données. Alors je vous laisse lire, il y a un petit florilège là qui est assez incroyable. Donc sachant que ces papiers ont été publiés une fois que Science avait imposé que les auteurs devaient partager les données. Donc là, des gens qui trouvent déjà que c'est de façon très impolie de demander des données, ou que c'est pas la façon de travailler généralement, ou qu'ils les partagent qu'avec le collaborateur, etc. Donc dans la pratique, le taux de succès était de moins d'1 sur 2. Donc moi, dans mon expérience, c'est aussi le cas. Généralement, quand vous demandez d'accéder à des données, ça reste quand même assez difficile. Donc là, les choses évoluent, mais lentement. Alors, Science, depuis 2011, je ne sais pas si c'est suite à cet article spécialement, mais les choses évoluent de façon globale dans la communauté, a modifié leur politique, et ils ont une politique beaucoup plus agressive de partage de données, où cette fois, ils disent que ce n'est plus valable d'écrire qu'il faudra faire une demande par email aux auteurs, mais ils veulent que les données soient rendues disponibles sur un site quelque part avant la publication.
Ah là, j'arrive vraiment au bout du truc, là. Ah, ça y est. Donc voilà, maintenant, c'est plus permis. Stipulation for readers to contact the authors. Alors, les raisons de partager les données, c'est la bonne chose à faire, mais l'argument moral ne fonctionne pas forcément chez tout le monde. Mais aussi parce que parfois vous êtes dans l'obligation de le faire, comme là je l'ai mentionné par les journaux. Alors c'est le cas aussi parfois des financeurs. Aujourd'hui, Horizon Europe demande vraiment, à la fois pour les publications, vous avez sûrement entendu des contraintes d'open access pour les publications, mais c'est vrai aussi pour les données. Et donc ils demandent, et je trouve que cette phrase résume assez bien, c'est que les données doivent être as open as possible, donc aussi ouvertes que possible, mais autorisent en même temps de rester aussi fermées que nécessaire. Nécessaire avec l'aspect réglementaire ou légal. La difficulté, évidemment, c'est que c'est relativement facile, si vous voulez vous cacher derrière l'aspect réglementaire ou légal, d'essayer de ne pas partager les données. Donc je ne suis pas certain que ça va forcément fonctionner très très bien. Et moi, je vais vous donner aussi mon expérience pour montrer que partager les données, vous en tirez aussi un bénéfice. Il y a plusieurs avantages à partager ces données. Déjà, c'est des données que vous avez mis du temps à développer et qui vont finir parfois enterrées, cachées dans les matériels supplémentaires d'un article. Et finalement, partager ces données, en faire la publicité, c'est une façon d'en faire la publicité. C'est aussi augmenter le trafic. Vous avez plus de citations sur vos articles derrière. Vous avez plus de collaborateurs qui vont peut-être vous contacter pour initier une nouvelle étude avec vous parce qu'ils ont vu qu'ils travaillaient sur des données qui sont similaires. Moi, pour avoir déjà plusieurs fois maintenant partagé des données rendues publiques, je trouve ça très valorisant d'avoir des gens qui vous contactent, qui veulent réutiliser vos données et qui vont en faire quelque chose de pertinent. Et il y a aussi de plus en plus des journaux qui publient des papiers qui s'appellent des data notes, où en plus de votre article scientifique où vous présentez vos résultats, vous pouvez aussi publier vos données. C'est-à-dire vous avez un espace dans un article, et ça vous fait une publication supplémentaire, où vous pouvez vraiment prendre la place, le temps de décrire vos données et pas de mettre ça dans la page 17 des matériels supplémentaires de votre article principal. Et ça augmente aussi de nouveau le trafic, la visibilité de vos données. Alors, de façon très classique de partager ces données, je reviens à mon petit schéma un peu de design d'études. Les données brutes qui sortent des machines de séquençage, généralement, les gens mettent ça dans un gros repository. En Europe, le plus utilisé, c'est le European Genome Phenome Archive. Généralement, les données intermédiaires finissent dans des fichiers Excel qui peuvent être parfois donnés en matériel supplémentaire dans les articles. Et puis, bon, alors ça, généralement, c'est un PDF, c'est l'article en lui-même. Alors, ce modèle-là, il est plutôt bien. Et honnêtement, si tous les articles arrivaient à la fois à archiver les données brutes auxquelles on peut avoir accès, partager les données intermédiaires sous forme de tableaux que vous pouvez réutiliser, en plus de l'article en lui-même, c'est déjà très bien. Mais je voudrais juste argumenter un tout petit peu qu'on peut essayer de faire mieux. Il y a plein d'autres outils aujourd'hui modernes qui nous permettent de partager les données de façon plus utile. Donc moi, c'est ce que j'appelle le Useful Open Science. C'est-à-dire que ça, c'est utile, mais ça demande beaucoup de ressources finalement d'aller télécharger des données brutes. C'est du temps, il faut généralement signer un contrat légal. C'est des gros volumes de données, il faut avoir les capacités de stockage, les capacités bioinformatiques de réanalyse, ça demande du temps. Et je pense qu'il existe entre ces deux extrêmes, entre guillemets, d'autres outils qui permettent de faire ça. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire dans nos projets. Il y a les choses très classiques de stockage de données brutes, mais par exemple, il existe aussi des sites internet de visualisation, des portails qui vous permettent de mettre vos données à disposition. Ce n'est pas les données brutes, ça se fait beaucoup aujourd'hui avec le séquençage single cell, mais on peut aussi le faire. Donc nous, typiquement, ça, c'est le site UCSC Tumor Map, sur lequel nous, on a partagé nos données. Donc vous voyez de nouveau ici, chaque point, c'est un patient. C'est une technologie, alors là, ce n'est pas animé, mais il faut l'imaginer, c'est une technologie comme Google Maps derrière, c'est-à-dire que vous pouvez vous déplacer dans cette espèce de carte moléculaire qui indique différents groupes moléculaires entre les patients. Ici, c'est basé sur du transcriptome. Vous pouvez zoomer, vous pouvez cliquer sur un patient pour avoir plus d'informations sur l'expression de certains biomarqueurs particuliers, sur son âge, sur sa survie, sur des données cliniques qu'on a rentrées. Vous pouvez faire même des tests statistiques. Ici, vous avez les tumeurs de haut grade. Ici, vous avez les 3 groupes de tumeurs de bas grade. Vous pouvez, de façon interactive, les entourer et puis demander quels sont les gènes les plus différentiellement exprimés, par exemple. Donc ça permet finalement de répondre à la question qu'on avait, nous, assez souvent, de gens qui nous contactaient à l'issue d'une présentation ou d'une conférence, ou qui vous envoyait un mail. « Ah, mais moi, mon gène préféré, je l'étudie. Est-ce que vous savez s'il est plus exprimé dans les tumeurs de haut grade ou de bas grade? Ou dans vos tumeurs de bas grade, est-ce que dans le groupe que vous avez identifié qui est plus agressif, vous savez si tel gène Y est surexprimé ?»
les données sont libres, elles sont ouvertes. Allez sur le site web, vous verrez, vous cliquez sur le nom du gène, vous pouvez faire ça vous-même. Et en fait, c'est une façon d'autoriser l'interrogation, la création de nouvelles hypothèses à partir de ces données qui est finalement très très utile. Un deuxième exemple, c'est la publication de ces data notes dont je mentionnais. Donc un des journaux, qui publie ce genre de choses, c'est Giga Science, qui permet vraiment de décrire les données. Et une chose qu'on essaye de faire aussi, nous, c'est ce qu'on appelle des computational notebooks. Je vais donner juste un petit exemple dans la slide suivante, qui permet vraiment de montrer comment, à partir des données brutes, on arrive aux figures qui sont dans l'article. Parce que ça, souvent, vous avez des super belles figures dans l'article, vous avez les données dans un fichier Excel, mais comment ils sont arrivés des données à la figure, il y a toujours un gap entre les deux. Alors, le partage des outils bioinformatiques, c'est une des réponses, mais c'est de nouveau pareil. Parfois, vous accédez à un morceau de code mal documenté, mal commenté, vous n'arrivez pas à refaire le lien. Donc, une des façons de refaire le lien, c'est justement ces espèces de notebooks. De nouveau, c'est des techniques, c'est des sites qui sont sur le web que vous pouvez rendre publics et mettre à disposition, où vous avez à la fois le code informatique qui vous avait permis les données, le code informatique et les figures que vous avez dans le papier, et tout est transparent pour les utilisateurs. Ils peuvent même, voilà, exactement, pardon. Donc là, vous avez un exemple d'une des figures nous qui était dans notre papier, de nouveau sur ces différents groupes moléculaires de tumeurs neuroendocrines du poumon. Ici, vous voyez un petit bout de code. Alors, c'est beaucoup plus long. Là, c'est juste une petite capture d'écran que j'ai donnée. Un petit bout de code qui nous a permis de faire ça. Donc, ça veut dire que les données qui sont derrière la figure sont disponibles. Et l'utilisateur peut même modifier en fait, le code pour voir s'il change des paramètres, ce que ça peut donner. Et juste un petit mot sur ces data notes. Donc, il y a aujourd'hui plein de journaux scientifiques. Scientific Data, c'est dans le groupe Nature, Giga Science, où c'est vraiment les données elles-mêmes qui sont présentées. Donc, je vous invite, si vous générez des données, à partager les données de façon diverse et aussi à publier ce genre d'articles parce que, de nouveau, pour l'avoir fait sur quelques exemples, sur quelques études, c'est quelque chose qui est valorisant et qui fonctionne bien. C'est des articles qui sont bien cités, en fait, et que les gens retiennent parfois même plus que l'article principal. Donc, juste pour conclure, l'idée, c'est, pour moi, le partage des données, je pense qu'il faut arriver à avoir des données disponibles pour tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin des données brutes, qui sont généralement mises avec un contrôle d'accès, c'est-à-dire que ce n'est pas rendu public, c'est-à-dire que c'est partagé avec la communauté scientifique, il y a des chercheurs qui contactent, qui demandent l'accès, vous donnez l'accès. Il y a les données intermédiaires, il y a aussi ces notebooks dont je parlais qui vous permettent d'aller des données intermédiaires vers vraiment le résultat final que vous avez présenté dans vos papiers. Il y a aussi des moyens interactifs de permettre l'interrogation des données. Et évidemment aussi tout le code et les outils bioinformatiques ou biostatistiques qui vous permettent d'aller des données brutes jusqu'à tout ce que j'ai présenté avant. Ça, c'est un des exemples, nous, de publications qu'on a fait avec ce type d'approche. Et donc, pour résumer, le partage des données, pour moi, c'est une nécessité absolue d'un point de vue scientifique. C'est aussi la bonne chose à faire de façon morale, si vous pouvez en être convaincu ou pas. Mais si vous ne l'êtes pas, de toute façon, vous en avez l'obligation maintenant de plus en plus légale à travers les gens qui vous financent ou qui vous publient. Ça prend du temps, ça clairement, il ne faut pas le cacher. Mais je pense que justement, publier ce genre d'article, c'est une façon de contrebalancer le temps investi pour aussi avoir une publication derrière en termes de retour sur vous, votre CV. Mais c'est aussi quelque chose finalement qui est très valorisant et où vous avez aussi beaucoup d'opportunités qui naissent avec le partage des données. Donc avec ça, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions ou pour cet après-midi à l'atelier. Mathieu, je ne sais pas s'il n'y a pas de questions. Merci pour ce très très beau topo. Donc, on va passer maintenant à la deuxième partie de cette session, qui sont en fait 3 pitchs faits par des jeunes chercheurs. Et donc, j'appelle Julie Mondé du Shuga pour parler de la contribution d'approches d'intelligence artificielle par inférence causale pour la recherche de facteurs prédictifs et pronostiques de leucémie aiguë myéloblastique. Tout d'abord, je voulais remercier le CLARA de me permettre de présenter
de présenter à cette session. Donc moi, je vais vous parler d'approches d'intelligence artificielle pour la recherche de facteurs prédictifs et pronostiques dans les leucémies aiguës myéloïdes. Alors, je crois que je souffre aussi du syndrome... Ah non, c'est bon. Donc, juste pour revenir brièvement sur les leucémies aiguës myéloïdes, ce sont des cancers du sang ou de la moelle osseuse plus particulièrement, où on va noter une prolifération clonale de cellules leucémiques qui sont bloquées à un stade précoce de maturation. Donc, dans cette maladie, grossièrement, on peut conceptualiser différentes phases. On a une phase prédiagnostique. C'est un peu le sous-marin, en fait. On a les cellules souches hématopoïétiques que vous voyez ici, qui vont acquérir des anomalies moléculaires, plusieurs types d'anomalies moléculaires, et parfois des anomalies moléculaires qui vont entraîner une prolifération. Voilà, donc cette prolifération va augmenter le nombre de cellules tumorales, puis on va aboutir à un diagnostic final de la maladie. Voilà, donc c'était la phase sous-marin, puis maintenant la phase de diagnostic de leucémie aiguë myéloïde. Donc toute la première phase, finalement, on ne la voit pas réellement en pratique clinique. À la suite du diagnostic, on va avoir différentes trajectoires pour les patients. Donc, on va avoir une phase d'induction de la maladie, avec la mise en place d'un traitement de chimiothérapie et d'une consolidation. Et dans ces cas-là, le nombre de cellules tumorales va diminuer pour arriver à un stade de rémission. Parfois, ces patients peuvent subir une greffe et avoir une diminution, voire une disparition de leur maladie. D'autres fois, certains patients ne vont pas répondre à l'induction et on a 10 à 40% des patients qui sont dits réfractaires. Chez ces patients-là, on va pouvoir réaliser une deuxième induction avec un autre schéma de chimiothérapie. Et dans ces cas-là, on va pouvoir avoir deux possibilités, soit une bonne réponse à cette deuxième induction, soit des patients qui vont rester réfractaires. Donc c'est un peu grossier, mais voilà, c'est les différentes phases. Et quoi qu'il se passe, en fait, même chez nos patients qui ont bien répondu à ces thérapies, on peut avoir malheureusement des rechutes et du coup avec un temps qui va être plus ou moins long entre le temps de la rémission et la rechute qui peut être parfois tardif. Donc au final, on se retrouve avec un enjeu qui est de pouvoir prédire ces différents types de trajectoires puisque ça va permettre l'adaptation finalement du traitement. Et en pratique clinique, en routine, on va au diagnostic, caractériser au diagnostic les patients avec des facteurs pronostiques qui vont dépendre de l'âge, du nombre de globules blancs au diagnostic, également d'éléments cytogénétiques et moléculaires qui vont caractériser la leucémie. Donc nous, on a voulu développer d'autres stratégies avec deux approches en fait d'intelligence artificielle pour la recherche de facteurs prédictifs et surtout pronostiques. Alors une première approche qui est une approche qui est réalisée en collaboration avec le LIG, avec Émilie excuse-moi Émilie, de Vichevert, et qui est une approche par inférence causale différentielle sur des données de recherche, donc protocolaires, qui ont été réalisées au diagnostic. Et on a une deuxième approche, qui est une approche de modélisation sur des données qui sont prédiagnostiques, qui est réalisée en collaboration avec le laboratoire HP2 et plus particulièrement avec François Bettega et Sébastien Bailly.
Alors pour la première approche, par inférence causale, on a étudié 84 patients, de patients qui avaient été inclus dans une étude LAM-ROS qui étudiait les marqueurs du stress oxydatif. Donc chez ces patients, ils ont été diagnostiqués entre juin 2013 et décembre 2015 et on avait réalisé toute une batterie de tests de marqueurs biochimiques qui reflétait le stress oxydatif. En effet, on a l'ion superoxyde qui va être détoxifié avec les superoxydes dismutase pour donner de l'eau oxygénée finalement, qui peut être détoxifiée avec des catalases ou des GPX, mais parfois cette eau oxygénée va réaliser une réaction de Fenton pour aboutir à un radical hydroxyle qui est très très agressif et qui va conduire à une peroxydation à la fois lipidique ou de l'ADN ou protéique. Donc à partir de ces données-là au diagnostic, donc, on a réalisé une technique d'approche d'inférence causale. Donc le but, c'est de déterminer des relations de cause-effet entre des variables qui sont au minimum au nombre de 2, mais qui peuvent être plus nombreuses, et de voir les liens, la force de ces liens entre ces différentes variables. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. On a un premier exemple où A est la cause de B, et dans ces cas-là, on aura une flèche qui sera orientée. On a d'autres exemples où, dans ces cas-là, l'algorithme n'est pas capable de dire qu'il y a un sens causal, il y a un lien causal, mais le sens est inconnu. Et on peut avoir d'autres schémas qui vont plus caractériser en fait des réseaux et une analyse de la dynamique. Donc plus particulièrement chez nos patients, on s'est attaché à voir ces inférences causales entre les patients vivants et les patients décédés. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a un lien de causalité entre le glutathion réduit, le glutathion total et les protéines chez les patients vivants. Alors que chez les patients morts, donc on n'a pas par contre ici d'orientation, mais on a toujours un lien sans sens particulier entre le glutathion total et réduit, mais qui implique cette fois la superoxyde dismutase. Alors ça, c'était une première approche graphique chez les patients vivants versus les morts. Et Émilie a développé aussi une inférence causale, mais de différence. Donc c'est un graphique qui représente directement la différence entre les deux populations. Donc on n'a pas de nécessité d'inférer les deux types de graphiques qu'on a vus précédemment, mais on a possibilité d'en inférer un seul. Et ça permet du coup un gain de temps, un gain en sensibilité. Et on va non seulement voir justement les inférences causales, mais aussi des fois la différence de force du lien. Donc par exemple, si on a une inférence causale qui est présente dans les deux populations, mais qu'elle est plus forte dans l'une des populations, bah ça on pourra le voir. Donc à partir de ces données-là, on a pu toujours suggérer qu'on a une différence de mécanisme de réduction de mécanisme de régulation entre la superoxyde dismutase et le glutathion. À savoir que toutes ces données, en fait, on les avait analysées avec des techniques statistiques, on va dire classiques, et c'était des données qu'on n'avait pas vues, on n'avait pas de différence en regardant uniquement la superoxyde dismutase. Donc ça nous apporte matière pour pouvoir confirmer cela expérimentalement. Donc ça, c'était la première approche. La deuxième approche, donc, qui est plus prédictif, plus de la modélisation. Donc, à partir de données prédiagnostiques ou diagnostiques, on a voulu évaluer des facteurs prédictifs de la survie. Donc ça, c'est pas de l'inférence causale, c'est de la modélisation. Donc, toujours sur ces mêmes patients, où on avait des données de survie, d'âge et de classification de biologie moléculaire standard. On a également récupéré des données cliniques avec des codes SIM10 chez ces patients, avec une durée
de suivi qui était d'environ 17 mois pour les données SIM, et on a également donné récupéré des données de biologie standard de type albumine, protéines, cholestérol, etc. À partir de ceci, on a donc on avait donc un système avec une forte hétérogénéité, avec énormément de dimensions et de courbes d'entrée, puisqu'en fait, on a une courbe d'entrée par variable. Et à chaque fois, on a une courbe également par patient. Donc, en fait, on multiplie le nombre de variables et le nombre de patients. Donc, ça nous fait énormément de courbes d'entrée. Les données au diagnostic, puis après les données de sortie qui peuvent être qualitatives, donc mort-vivant, ou bien temps-dépendant, notamment dans les modèles de Cox. Et à partir de ça, donc on a pu générer 2 modèles. Pardon, excusez-moi. Un modèle de Cox et un modèle de prédiction de type logistique, dont vous voyez ici la courbe de Roch. Donc l'intérêt de ces 2 modèles, en fait, c'est que ça nous donne des informations, on va dire, prédictives qui sont pas exclusivement liées à la maladie, ce qu'on a l'habitude d'avoir, puisque actuellement, on va générer ces scores pronostiques à partir, par exemple, de l'ELN ou de données de biologie moléculaire. Ici, on va avoir des données de type hypertension artérielle, fièvre avant le diagnostic ou hospitalisation pour fièvre. Bien entendu, on a nécessité de confirmer ces données sur des cohortes de validation, et après cela, on mettra en place un machine learning pour essayer de prédire en temps réel le pronostic des patients. Alors, on a rencontré quand même quelques problèmes, et je pense que on en reparlera lors des ateliers. Donc, un problème de données manquantes pour plusieurs raisons. Ça peut être quantitatif, soit ce sont des données qui existent mais qui ne sont pas accessibles, puisque nous on a eu accès aux données du Suga, mais qui peuvent être des données de laboratoires de ville ou d'autres établissements de santé, des données qui sont parfois inexistantes, comme par exemple sur nos études du stress oxydatif. Si on était amené à refaire ça, on ne pourrait pas, puisque c'est pas réalisé en pratique courante actuellement. Après, on peut avoir des données manquantes qui sont de type qualitatif, puisque en fait, ce sont des données qui sont textuelles et du coup qu'on n'a pas pu extraire. Et puis, on a toujours une durée de suivi qui est variable et qui complexifie fortement l'analyse de ces données. Donc en conclusion, en fait, c'est quand même des informations qui sont nouvelles, qui sont novatrices sur l'histoire du patient avant la pathologie, qu'on n'avait pas avec nos outils standards, qui permettent d'objectiver des dérégulations qui sont dynamiques au sein des réseaux qui impactent le pronostic de la maladie. Et en perspective, ce qu'on aimerait faire pour la suite, c'est de voir les trajectoires, mais qui sont en amont de la maladie. Donc, des scores qui sont prédictifs de l'émergence de la leucémie avant même, justement, le diagnostic de leucémie aiguë, qui pourrait être basé à la fois sur des facteurs environnementaux, sur des facteurs génétiques, épigénétiques, sur des maladies chroniques, et qui serait plus dans une approche globale de la santé, du type approche One Health. Donc voilà. Alors je tenais aussi à remercier tous les gens qui ont participé. Du Suga avec le service d'hématologie et le professeur Mossu, du pôle santé publique avec le professeur Moreau-Gaudry, docteur Blatier et Fauconnier, la direction des services numériques du Suga, également le laboratoire HP2 avec Sébastien Bailly et François Bétéga, l'Institut Albert pour l'avancée des biosciences, pardon, et le LIG, le groupe d'informatique de Grenoble. Et je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis disponible. Alors, je vous remercie beaucoup. Malheureusement, on n'a pas le temps pour des questions. Donc, on va passer à Monsieur Romain Varnier, qui va nous parler
Il aura peut-être de la chance, Monsieur Varny, on va voir. Qui va nous parler des trajectoires de soins et retour au travail après diagnostic d'un cancer du sein, apport des données médico-administratives. Bonjour à tous. Merci beaucoup Clara de m'avoir invité comme tout jeune chercheur. Pour ma part, je suis encore interne d'oncologie médicale à Lyon et actuellement en Master 2 recherche en santé publique au laboratoire Reshape. Et ce n'est pas mon diaporama par contre. J'ai la télécommande mais pas les diapos. Je vais tenter la première, du coup. Ok. Parfait. Donc on va changer de thématique et parler de l'après-cancer, et plus précisément du retour au travail après un cancer du sein. Et on va également changer de type de données et s'intéresser à des données médico-administratives. Donc le cancer du sein, comme vous le savez, c'est une pathologie fréquente qui touche une femme sur 8 au cours de sa vie. Le pronostic s'est largement amélioré ces dernières années grâce au progrès du dépistage et de la prise en charge thérapeutique. Un élément très important à avoir en tête est que la moitié des patientes touchées par un cancer du sein sont encore en âge de travailler et que la majorité d'entre elles va devoir interrompre l'activité professionnelle pendant la période des traitements. Et un certain nombre d'entre elles rencontrent des difficultés importantes pour reprendre le travail au décours. La question du retour au travail après un cancer fait partie de la réhabilitation après cancer, et un retour au travail réussi fait partie de la qualité de vie à moyen terme pour ces femmes guéries de leur maladie. La question de la mesure du retour au travail peut paraître simple si on l'imagine comme un événement binaire, oui ou non, avec une date, mais la réalité est finalement plus compliquée, comme on peut le voir à travers cet exemple qui devrait apparaître. Donc en haut à droite, on a schématisé le parcours d'une femme en particulier, prise en charge pour un cancer du sein, qui va avoir différentes périodes, le diagnostic, différents traitements, chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, et puis en parallèle des périodes d'arrêt de travail, plus ou moins longue, avec parfois une reprise du travail, un retour à l'emploi, puis un nouvel arrêt de travail. Donc finalement, on voit qu'il y a différentes phases, des transitions, parfois des retours en arrière, le tout en parallèle d'une prise en charge oncologique et dans un environnement unique avec la patiente, l'environnement professionnel et social également. Les données dont on dispose pour le moment en France, elles proviennent généralement de questionnaires qui ont été administrés lors d'études transversales, parfois de cohortes, qui ont l'avantage de pouvoir explorer le ressenti des patientes en leur posant la question directement, d'identifier les capacités, les freins qu'elles ont elles-mêmes déclarés. En revanche, le suivi temporel est généralement limité et il s'agit de cohortes très sélectionnées. Dans les pays d'Europe du Nord, ils ont largement employé des données administratives et médico-administratives pour étudier la question du retour au travail après un cancer. Donc ils emploient des données collectées de façon prospective, objective, en routine, par l'assurance maladie. Et les données sont disponibles à l'échelle de tout un pays, au niveau populationnel, avec une granularité temporelle qui est au jour près. On peut savoir chaque jour si l'individu est en arrêt de travail ou non. Donc ça permet de décrire des séquences temporelles plus fines que dans des questionnaires administrés par exemple 1 an après le diagnostic de la maladie. Donc l'objectif de ce travail était de développer des méthodes de mesure du retour au travail après un cancer du sein à partir de données médico-administratives. On a d'abord réalisé un travail de revue de littérature pour identifier les indicateurs de retour au travail déjà développés dans d'autres pays après un cancer. Et on a mené un gros travail pour adapter ces indicateurs au contexte national, avec des règles administratives très compliquées chez nous, ça je ne vous l'apprends pas, et également des données un petit peu différentes, parfois moins riches que dans les pays d'Europe du Nord. Donc finalement, on repart des formulaires CERFA remplis par les médecins avec du papier carbone qui va être envoyé à la Sécu par courrier et qui après est codé dans une grande base de données. Et nous, notre travail a été de décoder chaque ligne de code pour avoir une information compréhensible à la fois pour les patients et ceux qui les prennent en charge.
Donc on s'est intéressé à la fois aux arrêts maladie et aux pensions d'invalidité. Avec des difficultés, on peut avoir un arrêt partiel, un arrêt complet, et on peut le cumuler avec l'invalidité pendant certaines périodes. Pour simplifier, on a identifié au final 4 grands types d'indicateurs de retour au travail. Le premier, le plus logique, c'est de retrouver les périodes d'arrêt de travail, donc un nombre de périodes, la durée moyenne d'arrêt maladie. On a pu également calculer des durées cumulées d'arrêt de travail pendant la période de suivi. Et on a pu identifier pour chaque femme la durée jusqu'à la reprise durable du travail, c'est-à-dire reprendre le travail et ne pas avoir un nouvel arrêt de travail dans le mois qui a suivi le retour à l'emploi. Et enfin, on peut proposer un indicateur de statut vis-à-vis du retour au travail à 1 an, 2 ans, 3 ans après le début de la prise en charge. Donc après ce travail très théorique de méthodo, on a souhaité appliquer nos indicateurs à des données de vie réelle. Et pour ça, on a reconstitué une cohorte à partir des données de l'assurance maladie. Donc on a travaillé à partir de l'EGB, qui est un échantillon des patients assurés en France, qui contient des données à la fois de remboursement ambulatoire, de prise en charge à l'hôpital. Donc on a pu reconstituer la prise en charge médicale, oncologique, et en parallèle, on avait toutes les données d'indemnité journalière, à la fois arrêt de travail et invalidité. Dans la cohorte qu'on a reconstituée, on a inclus des patientes prises en charge pour un premier cancer du sein qui étaient en âge de travailler et couvertes par le régime général. Et on a un suivi de 3 ans pour toutes ces femmes. Enfin, la dernière partie du travail, qui est menée en parallèle de l'étude quantitative sur cohorte qui est en cours, qu'on est en train de terminer, on a un volet qualitatif d'engagement des parties prenantes qui vise à évaluer les indicateurs et à aider à enrichir l'interprétation des résultats. Donc on travaille avec une dizaine de patients et de professionnels, à la fois médicaux, paramédicaux et de l'accompagnement juridique et social de ces femmes. On a un premier focus group qui va avoir pour rôle d'évaluer les indicateurs proposés en termes de sens clinique, pour voir si vraiment on était d'accord sur ce que reflétaient les indicateurs de la réalité du quotidien. En termes d'utilité, parmi tout le panel d'indicateurs, lequel peut être employé pour quel type d'études ou en pratique courante, et en termes de validité. Et pour finir, le panel d'experts va participer à interpréter les résultats appliqués à la cohorte. Donc pour conclure, le projet il est innovant en utilisant des données médico-administratives dans la thématique de l'après-cancer, ce qui a peu été fait dans notre pays pour le moment. On a souhaité allier des méthodes quantitatives et qualitatives avec un engagement important des parties prenantes, notamment des patientes. À court terme, on pourra caractériser finement le retour au travail avec des mesures objectives et surtout les indicateurs qu'on a pu mettre en œuvre et qu'on est en train de valider pourront être employés à moyen terme dans d'autres études plus larges pour identifier les leviers d'un retour au travail réussi. Et ils pourront également être employés comme critères de jugement pour des études interventionnelles pour améliorer l'accompagnement de ces femmes. Donc je voudrais remercier toute l'équipe avec laquelle j'ai eu la chance de travailler depuis 1 an et demi et également le Clara qui a financé le projet. Merci à vous. Merci beaucoup Romain pour cette belle présentation. Et donc pour clôturer, j'appelle Madame Elsa Coz des Hospices civils de Lyon qui va nous parler de l'utilisation des données de vie réelle pour l'identification des facteurs de risque associés aux effets indésirables de l'immunothérapie des cancers. Donc, bonjour à tous et puis merci de m'accueillir aujourd'hui au Clara. Je voulais partager aujourd'hui une réflexion assez générale sur les effets indésirables et donc l'identification de profils de patients qui peuvent être sujets à ces effets indésirables. Pour présenter un petit peu le contexte de mes
travaux de thèse. Ma thèse s'inscrit dans le cadre du projet européen Qualitop qui a été présenté par le professeur Mokor-Bulch, qui a étudié à la fois les effets indésirables et la qualité de vie des patients sous immunothérapie, à partir de données en vie réelle. Donc, un des objectifs de ce grand projet, c'est de comprendre et donc de trouver des facteurs de risque associés aux effets indésirables. Donc, pour présenter un petit peu les données qui sont à notre disposition, on a à la fois des bases historiques qui ont été récupérées pour faire des hypothèses, notamment sur le projet, et une base prospective qui est conçue dans le cadre du projet Qualitop, avec des patients qui sont recrutés et inclus dans différents pays européens, donc notamment l'Espagne, en France aux Hospices civils de Lyon, au Portugal et puis aux Pays-Bas. Donc les variables disponibles sont très variées, avec des variables démographiques, des variables biologiques et tout ce qui est antécédents médicaux des patients, enfin, assez classique dans le dossier patient en somme. Pour analyser ces données, en fait, les données de toxicité sont quand même des données qui sont très complexes. Donc, il y a plusieurs auteurs qui ont reporté ces dernières années que finalement, il y avait un retard méthodologique en statistique sur l'analyse des toxicités, donc, par rapport à notamment tout ce qui est modèle pour évaluer l'efficacité des traitements. Pour les toxicités, il y a un petit peu de retard. Donc, je voulais vous faire un petit topo sur finalement les modèles qui sont à notre disposition actuellement, les modèles les plus classiques qu'on rencontre pour analyser ces toxicités, et notamment au travers des différentes caractéristiques de ces données. Donc, le premier modèle qui vient à l'esprit, évidemment, c'est le modèle de régression logistique qui est très souvent utilisé pour des analyses en sous-groupes dans les essais cliniques pour trouver des facteurs de risque. Donc, le problème avec la régression logistique, c'est que ce qu'on voit quand même dans ce genre de données, c'est qu'on a des patients qui sont suivis à différentes durées. Et donc, on observe de la censure à droite à cause notamment en vie réelle, des patients qui de l'étude, qui sont perdus de vue. Et donc, le modèle de régression logistique il peut quand même conduire à des biais d'estimation. Donc, beaucoup d'auteurs ont plutôt appelé à utiliser des modèles de survie pour ce genre d'analyse. Et là, quand on se place du coup dans le cadre des analyses de survie, il y a un phénomène qui commence à être beaucoup décrit sur ce genre de problème, c'est ce qu'on appelle les risques compétitifs. Parce que donc notre patient, il a effectivement une possibilité de faire des effets indésirables uniquement si il est toujours en vie et puis si il continue le traitement. Donc, ce qui va, et comme beaucoup de patients quittent l'étude au cours du temps, on peut avoir un biais si on néglige cette compétition avec le risque d'essai et le risque d'arrêt du traitement. Et donc, qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour faire ça ? Donc, il y a le modèle de Cox, qui est classique, qui, lui, peut être estimé toujours de la même manière, comme on le fait en censurant la cause compétitive. Le problème, c'est l'interprétation qu'on en a derrière après. Puisque donc, le modèle de Cox, il travaille sur un taux, et si on va interpréter ce taux après sur l'échelle d'une probabilité, qui est quand même plus parlante en général, la probabilité que le taux, on n'a plus une interprétation directe de cette probabilité à cause de la compétition avec le risque, entre les risques. Donc, en général, il est conseillé de faire deux modèles, donc le modèle de l'événement qui nous intéresse et le modèle du risque compétiteur, donc ici les décès ou l'arrêt du traitement. On a une autre approche, donc c'est le modèle de Fine-Gray, donc qui lui est pareil, il y a des petits problèmes d'interprétation et il est souvent plutôt préféré pour la prédiction. Donc voilà, pour les modèles de survie. Après, les toxicités ont beaucoup de caractéristiques, donc notamment
On peut avoir des événements qui sont répétés, on peut avoir différentes sévérités. Donc, il y a certains auteurs qui ont cherché aussi à introduire ces informations finalement dans les modèles, donc notamment au travers de modèles récurrents. Donc les plus communs, c'est les modèles multi-états et le modèle d'Andersen-Gill pour les risques répétitifs. Et d'autres modèles plus exotiques comme les régressions ordinales pour prendre en compte aussi la sévérité dans l'analyse. Donc nous, pour analyser les données de Qualitop, on s'est dit que finalement, on a souhaité utiliser une approche qui a été développée au sein du service de biostatistique des Hospices civils de Lyon, donc qui sont des modèles de survie basés sur des spins multidimensionnels pénalisés. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Conceptuellement, on va prendre un modèle comme le modèle de Cox. Donc, on va étudier le taux de survenue des événements indésirables, donc finalement une vitesse de survenue des événements, en supposant que nos effets sont proportionnels à un taux de base. Seulement, dans le modèle de Cox, on se fiche complètement du taux de base, alors qu'ici, on va souhaiter le modéliser pour voir finalement comment ça évolue dans le temps, ce taux. Donc, c'est le petit lambda 0, là, qui est à gauche. Donc l'intérêt, c'est qu'on peut décrire complètement ce taux et voir comment ça se comporte dans le temps, avoir une véritable description du taux. Et un autre intérêt, c'est qu'on peut inclure facilement des interactions avec le temps. Donc par exemple, le modèle illustratif que je vous propose aujourd'hui, j'ai inclus la variable sexe, la variable âge et le statut ECOG. Et donc le petit S de T ECOG, ça indique que j'ai spécifié une spline, c'est-à-dire une interaction pour prendre en compte une éventuelle non-proportionnalité entre le statut ECOG et le temps. Donc ça nous permet d'avoir un modèle qui permet une meilleure description, mais un autre avantage qu'on a, c'est que, vous vous souvenez, on a parlé du risque compétitif, mais là, comme on a le taux, on va pouvoir calculer la probabilité, ce qui est quand même très compliqué à faire dans le cadre du modèle de Cox, vu qu'on n'a pas le taux de base. Donc, comment on fait ça ? Donc, vous voyez, donc, ce qui nous intéresse, c'est la probabilité cumulée de faire un effet indésirable. Et donc, on va faire une intégration numérique sur le taux d'événements indésirables et la survie. Mais alors là, on a besoin de la survie toute cause. C'est-à-dire la probabilité de ne pas avoir fait d'événement, de ne pas être décédé et de ne pas avoir arrêté le traitement. Et donc pour ça, on a besoin aussi du modèle jumeau, donc le modèle qui va porter, lui, sur les événements compétiteurs. Donc on va vraiment modéliser ces deux taux. Donc petite illustration quand même pour que ça soit plus précis. Donc là, j'ai travaillé sur les thyroïdites, qui sont associés à des immune checkpoint inhibitors. Bon, je rentre volontairement pas dans les détails des données, parce que c'est vraiment une approche méthodo que je souhaiterais présenter. Sur le graphique de gauche, c'est le taux associé aux événements indésirables. Graphique de droite, c'est le taux autre cause. Donc en abscisse, vous avez le temps qui est depuis l'initiation du traitement, et en ordonnée, le taux. Donc ici, je l'ai représenté en fonction du statut ECOG. Donc en rouge, les statuts les patients qui sont en meilleure forme, et en 2-3, ceux qui ont un statut le plus dégradé. Donc on voit que sur la partie effet indésirable, le taux n'est pas très... Il n'y a pas beaucoup de différence entre les différents statuts. En revanche, quand on regarde les décès et sorties de traitement, on a un effet très important du statut, donc ce qui est plutôt rassurant. C'est un bon marqueur prédictif du décès et de l'arrêt du traitement. Donc on voit qu'on a beaucoup d'événements qui surviennent pour les statuts ECOG dégradés dans les 100 premiers jours. La bosse est légèrement décalée pour les statuts ECOG 1 et puis quasiment plate pour les statuts ECOG 0. Donc, maintenant,
une fois qu'on a dit ça, pour interpréter, une fois qu'on a ces deux taux, pour interpréter l'effet finalement de notre covariable ECOG sur la probabilité de faire un effet indésirable, c'est quand même pas évident juste en regardant ces deux graphiques. Donc d'où l'intérêt de faire l'intégration pour recalculer la probabilité derrière. Donc c'est le graphique de droite ici. Donc on voit que là par contre on a un effet qui est assez important en fait. On voit que les courbes sont bien séparées, avec une probabilité qui est plus faible beaucoup plus faible chez les ECOG 2-3, puisqu'on atteint à peu près 7%, contre 16-17 pour les statuts ECOG 0. Mais en fait, on voit que finalement, c'est plus lié au fait qu'on n'observe pas le patient très longtemps et que du coup, il n'a pas le temps de faire l'effet indésirable. Et donc, ça nous donne une interprétation plus globale de ces modèles, finalement, une meilleure compréhension de qu'est-ce qui va interpréter le facteur, en fait. Donc voilà, du coup, c'était pour illustrer un peu l'approche qu'on a souhaité aborder pour analyser les données Qualitop. Donc je vous remercie pour votre attention et puis je remercie l'équipe du professeur Mocker-Bulch pour son accueil pour ma thèse et puis tous les participants au projet Qualitop qui permettent cette belle aventure. Puis aussi le Forum Clara encore. Merci beaucoup. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette présentation qui clôt la session sur les données. Et Mylène, s'il y a d'autres informations à donner peut-être ?